Le Rwanda a été accusé en 2012 de soutenir la rébellion du M23. Que penses-tu de ces affirmations? Moi, toutes les recherches qu'on a faites avec des gens sur place portent un soutien politique, mais pas un soutien militaire ou financier. Notamment, il y a eu l'histoire, on a travaillé surtout un soutien politique pour des raisons toujours de pair de la présence des FDLR, c'est-à-dire le Rwanda, il faut aller derrière dans les épisodes. Le Rwanda avait été impliqué dans la crise congolaise du CNDP en 2009, d'accord? Les CNDP menaçaient les pouvoirs de Kinshasa. On disait que les CNDP étaient soutenus par les Rwandais. À cette époque-là, les Rwandais, ils ont éliminé du tableau les patrons du CNDP, Laurent Nkunda, qui à l'heure actuelle, il se trouve encore en liberté, à résidence surveillée à Kigali. Il ne peut pas agir en tant que chef politico-militaire, il est en résidence surveillée. Parce que les Rwandais, et ils l'ont dit d'une manière très claire, jusqu'à quand Laurent Nkunda défend la communauté Tutsi, il fait un travail que nous pouvons accepter, mais le moment où il se pose en opposition au gouvernement de Kigali, de Kinshasa, nous n'acceptons pas ça. Et donc, ils ont même donné une motivation politique de cette arrestation. Maintenant, ce qui se passe, il s'est passé que les Rwandais, ils ont aussi organisé, pour éliminer Nkunda, un putsch à l'intérieur du CNDP, en utilisant un monsieur qui s'appelle Bosco Ntaganda. Depuis lors, Bosco Ntaganda, il est devenu le verrou de la paix. C'était un personnage absolument infréquentable, mais c'était important dans le dispositif de la paix. C'était celui qui garantissait un accord de paix au Kivu. Pour des raisons que pour moi-même sont encore inconnues, en 2011-2012, ils ont commandé, la communauté internationale, ça c'est pas trop clair, il a mis la pression sur Kabila pour faire arrêter Ntaganda, parce qu'il était recherché par la Cour pénale internationale. Chose qui était plutôt étrange, parce que la dite communauté internationale, que c'est une communauté internationale, c'est une formule qui en soi c'est un non-sens, disons, ça représente les pouvoirs, ces pouvoirs mondiaux dont nous parlons. La dite communauté internationale s'était servie de ce Bosco Ntaganda pour la paix. Bosco Ntaganda dirigeait les trafics mafieux au Kivu, tu le sais très bien, et tout, etc. Mais en même temps, il n'y avait pas de rébellion. À ce moment-là, les Rwandais, il a trouvé ça un peu déplacé, et quand la rébellion du M23 est née, il ne les a pas contrastés. Mais elle n'est pas intervenue non plus en donnant des troupes, de l'argent ou des armes. Moi, par exemple, j'ai travaillé sur le prétendu voyage. Quand Makenga s'est déplacé du Sud Kivu... Qui est Makenga? Sylvain Makenga, que c'était celui qui serait devenu ensuite le chef de la... c'était l'un des chefs militaires du CNDP à l'époque d'Nkunda. Après, c'est quelqu'un qui a eu un rôle très très important dans l'armée congolaise, suite aux accords de Goma depuis 2009, dans les FARDC du Sud Kivu. Justement parce que lui était resté loyaliste avec Nkunda, il avait décidé de jouer léger parce qu'il n'y avait pas d'autre possibilité, mais il ne voulait pas se mêler à Bosco Ntaganda, que par contre il était resté au Nord Kivu. Donc Ntaganda, il se révolte parce qu'il comprend qu'il y a une tentative de déplacer tous les militaires rwandophones ex-CNDP à l'extérieur du Kivu, chose qu'il aurait accepté si le gouvernement avait respecté les accords de Goma, notamment sur le retour des réfugiés, chose que 3 ans après n'a pas été faite. En plus, il y a eu une tentative d'assassinat d'Ntaganda. Donc Ntaganda, il a pris la fuite avec 300 militaires dans les collines de Chanzu, Rugnoni et Mbuzi, à côté de Bunagana, dans le nord Kivu. Oh,
la chose sur laquelle nous on a enquêté, parce qu'on a dit que pour faire ces périples, il était passé par le Rwanda. L'enquête que moi personnellement j'ai fait, apparemment n'est pas passé par le Rwanda. On avait donné, mais ça c'est un exemple, on avait donné comme exemple le fait qu'il avait été soutenu par des militaires rwandais pendant cette fuite pour aller à Chanzo Riunioni, et la chose, en ce qui concerne l'enquête que j'ai pu mener et faire mener, ne correspond pas à vérité. Donc, les Rwandais n'ont jamais été, malgré tout ce qu'on dise, impliqués dans les combats, mais c'est certain aussi, pour quelqu'un qui connaît les communautés transfrontalières, étant donné qu'il y a des relations de parentèle entre une famille ou une autre, entre une frontière et l'autre, certaines complicités ont pu être possibles, mais une complicité au niveau de l'État, pour moi, elle est exclue. Ceci dit, à partir de ce moment-là, il y a un travail qu'il faut faire et qu'en partie on a fait sur les experts, parce que pas mal de rapports d'experts soutiennent le contraire de ce que moi je suis en train de soutenir. Sauf qu'à ce moment-là, il faut faire un travail sur comment ils travaillent ces experts, sur quel genre de témoignages ils utilisent, s'ils répercutent des racontars ou des rumeurs, si ces témoignages dont ils parlent, on peut les vérifier, ils sont crédibles ou pas. La chose que nous avons remarqué, que les experts des Nations Unies travaillent avec des méthodologies différentes selon la cible. Je vous donne un exemple dernier de deux rapports qui sont sortis du bureau de la MONUSCO des droits de l'homme, l'un contre l'M23 et l'un contre le gouvernement. Si on les lit, ces deux rapports, la méthodologie de l'enquête est complètement différente. Dans le sens que dans le premier, celui contre l'M23, où encore une fois, ils sont accusés de 160 crimes, il me semble, il est basé sur des témoignages indirects qui ne sont pas vérifiables, alors que les rapports qui accusent la police congolaise d'avoir commis des crimes lors de l'opération Kifula à Kinshasa contre les délinquants, contre les Kuruna, on les appelle, apporte comme témoignage les témoignages des officiers de la police des Nations Unies et d'autres organismes internationaux qui étaient présents sur place. Ce qui est bien différent par rapport à l'autre méthodologie utilisée dans les autres rapports. Mais tout ça, c'est tout un travail qu'il faut faire. Et il faudrait le faire aussi sur la personnalité des experts, parce que quand on sait que certains experts, comme c'est le cas de Jason Stern, qui ont travaillé pour les Nations Unies, ont des intérêts miniers au Kivu, c'est évident que leur travail il est sujet à caution, comme il est sujet à caution quand on découvre qu'un certain Steve Edge, qui a fait partie également d'un des groupes de ces experts, c'est quelqu'un qui est un sympathisant avéré des FDLR. Je vais dire, à ce moment-là, il faudrait savoir, moi je ne le sais pas, on n'est pas arrivé à le savoir, qui et comment établit comment on établit un pool d'experts? Ça vient d'où? Quand est-ce qu'on décide de mobiliser les experts et qui est-ce qui choisit les experts en question? Et ça, moi, personnellement, je ne sais pas, on n'est pas encore arrivé là, mais je pense que si on pouvait arriver à les savoir, on aurait des jolies surprises. Ok. Bon, mais je crois qu'on... S'il n'y a pas d'autres questions, on peut finir.